Un adolescent sur 10 présente des signes d'addiction aux réseaux sociaux, c'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Organisation mondiale de la santé, une étude publiée ce mercredi qui s'intéresse aussi à la question des jeux vidéo. Mais alors, quels sont les risques d'une telle addiction? Comment faire pour contenir ce problème? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet très concernant, on va pas se mentir, qui est donc à la une des actualités du jour. Alors, après avoir mené un sondage et une enquête auprès de 280 000 jeunes de 11, 13 et 15 ans, originaires de 44 pays d'Europe, d'Asie centrale et du Canada, eh bien l'Organisation mondiale de la santé en est arrivée à cette conclusion. On assiste à une hausse d'une utilisation dite problématique des plateformes et des réseaux sociaux chez les jeunes. Concrètement, en 2022, 11% des adolescents ont montré des signes d'utilisation problématique des réseaux sociaux, alors qu'ils n'étaient que 7% en 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément une utilisation problématique des réseaux sociaux ici selon l'OMS? En fait ici, l'Organisation mondiale de la santé fait référence à des symptômes similaires à ceux de l'addiction, comme l'incapacité à contrôler son utilisation excessive des réseaux. Je pense en l'occurrence que ça peut parler à pas mal d'entre nous, mais aussi un sentiment de manque ou encore l'abandon d'autres activités comme le sport ou les sorties entre amis par exemple, pour rester plutôt donc sur les réseaux sociaux. Alors je ne vous apprends peut-être rien parce que c'est un sujet qui a été déjà largement documenté. Je pense que même sur ce format, on a pu faire plusieurs épisodes sur ce sujet, mais les réseaux sociaux, ils provoquent une forme de satisfaction par le jeu des notifications et de leur caractère aléatoire, ce qui peut nous rendre accro. Par ailleurs, l'hyper-personnalisation des contenus, comme on le voit sur TikTok ou sur Instagram par exemple, où globalement les contenus vous sont proposés sur mesure, peut entraîner une forme d'addiction et peut donc avoir un impact sur la santé mentale. On va pas revenir en détail sur tous ces mécanismes, je vous mets des liens en description pour en savoir plus, mais la conséquence de tout ça, et je pense que vous le remarquez, c'est que ça peut entraîner une forme d'addiction à ces réseaux. Or, plusieurs études ont montré qu'une addiction aux réseaux sociaux pouvait mener à des symptômes dépressifs, à de l'anxiété, à des difficultés scolaires dans certains cas, à la question du harcèlement aussi, même si c'est un autre sujet, ou encore à une question d'une mauvaise estime de soi ou encore des troubles alimentaires. À noter que dans son étude, l'Organisation mondiale de la santé met aussi en garde contre l'addiction des jeunes aux jeux en ligne qui toucherait 12% des adolescents, mais là aussi on pourra en faire une vidéo dédiée, donc on n'en parlera pas en détail aujourd'hui. Alors évidemment, le but ici de l'OMS, c'est pas de dire que utiliser les réseaux ou jouer aux jeux vidéo c'est forcément problématique, et d'ailleurs dans son rapport, l'OMS précise que les réseaux sont aussi évidemment des éléments qui permettent de tisser des liens avec des personnes, par exemple, avec qui on peut partager des centres d'intérêt. Là-dessus, ça paraît évident, mais tout de même, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que c'est une étude à très grande échelle, comme il n'y en a jamais ou quasiment jamais eu, et elle met en garde donc sur cette utilisation potentiellement disproportionnée. Mais alors, que propose l'OMS pour lutter contre cette addiction? Eh bien déjà, elle recommande aux autorités nationales de chaque pays du monde d'agir en proposant des mesures qui permettent aux jeunes de développer un rapport plus sain aux réseaux sociaux. Certaines choses ont déjà été mises en place en France, je reviens là-dessus juste après. Il y a donc la responsabilité des gouvernements et des États, mais il y a aussi la responsabilité des plateformes comme TikTok ou encore Meta par exemple, eh bien, qui détient Instagram par exemple. La responsabilité donc des plateformes de surveiller et de faire respecter par exemple les restrictions d'âge officielles pour les réseaux sociaux et les jeux d'ailleurs, avec des limites d'âge spécifiques, parce qu'encore une fois, évidemment que la question de l'addiction au réseau, ça concerne toutes les générations aujourd'hui, mais cette étude ici spécifiquement, elle porte donc sur la question des adolescents. Alors ce n'est pas la première fois que ces industries sont en quelque sorte rappelées à l'ordre. Par exemple, en octobre 2023, on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, plus de 40 États américains avaient décidé de porter plainte contre Meta, qui est donc la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, l'accusant de mettre en place des méthodes addictives sur les réseaux sociaux qui nuisent à la santé mentale et physique des jeunes. Ils accusaient notamment Facebook et Instagram de pousser les jeunes à rester connectés, je cite, de manière compulsive et prolongée. Face à ces critiques, le groupe Meta avait annoncé plusieurs choses. Il y a quelques jours aussi, ils ont annoncé la création de comptes adolescents sur Instagram. Concrètement, les utilisateurs qui sont âgés de 13 à 17 ans, ils auront un compte privé par défaut. Ça veut dire que leurs publications ne seront visibles que s'ils acceptent une demande d'abonnement. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui va lutter contre l'addiction, mais ça permet de lutter éventuellement contre d'autres problèmes ou de limiter d'autres problèmes et d'autres risques liés à la question par exemple du harcèlement. Sachant que pour rendre leur compte public, pour les mineurs donc, il faudra désormais une autorisation parentale, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les comptes ils seront soumis à un niveau maximum de protection face aux contenus dits sensibles, par exemple des vidéos de gens qui vont se battre ou d'autres contenus sensibles. Et il y aura aussi un mode sommeil qui fait qu'entre 22h et 7h du matin, ça empêchera de recevoir des notifications sur ces heures-là. Parce que oui, l'une des conséquences aussi, c'est que les jeunes ont tendance à dormir de moins en moins et les écrans peuvent jouer un rôle important là-dessus. Alors pour le moment,
moment, cette fonctionnalité pour Meta, donc Insta, Facebook, etc., ça concerne seulement les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Pour les pays de l'Union européenne, dont la France, ces changements ils devraient être mis en place d'ici la fin de l'année. Parmi les autres choses qui ont été mises en place par certaines plateformes et certains réseaux sociaux, eh bien TikTok par exemple, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, après un certain temps d'utilisation de la plateforme, envoie un message, une alerte suggérant de faire une pause donc dans l'utilisation du réseau social. Mais ça c'est donc des mesures mises en place par les réseaux. Autre chose qu'on peut noter maintenant, c'est les mesures mises en place par des États, et en l'occurrence ici, on va se concentrer sur la France. Dans le cas de la France plus précisément, il faut savoir qu'en juillet 2023, une loi a été promulguée pour instaurer une majorité numérique fixée à 15 ans afin de protéger les enfants contre le cyberharcèlement, mais aussi contre des risques d'addiction. Il faut savoir que la plupart des plateformes, elles ont fixé l'âge minimum pour se créer un compte à 13 ans, sauf que, d'après une enquête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés réalisée en 2021, eh bien la première inscription sur un réseau social, ça se ferait en moyenne vers 8 ans et demi, et plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient présents sur ces plateformes. Le texte donc qui a été voté en France, il prévoit d'obliger les plateformes comme Facebook, Insta, TikTok, etc. à vérifier l'âge des utilisateurs quand ils s'inscrivent et d'obtenir l'autorisation des parents pour les moins de 15 ans. Donc ça veut dire que chez vous avez entre 13 et 15 ans, et bien cette loi elle dit qu'il faudra l'autorisation des parents pour créer un compte si vous avez cet âge-là. Mais le truc c'est que cette mesure, dont le décret d'application n'a pas encore été publié, elle risque d'être difficile à faire appliquer d'un point de vue technique. Je rentre pas dans les détails, mais concrètement il y a plein de choses à mettre en place, et pour l'instant visiblement eh bien on n'y est pas encore. Parmi les autres solutions potentielles qu'on peut noter, du côté des smartphones, vous l'avez sûrement remarqué, iOS, donc Apple et Android, proposent aussi eh bien, un suivi du temps d'écran. C'est l'une des choses qui ont été mises en place qui permet de se rendre compte tout simplement du temps qu'on passe sur chaque application et éventuellement de pouvoir les bloquer ou leur fixer des temps de limite. Enfin, pour terminer sur un ton beaucoup plus personnel, je sais qu'il y a des applications qui permettent de fixer facilement des limites de temps justement sur chaque application, de définir des périodes de blocage des réseaux sociaux, etc. et de faire un suivi aussi de tout ça. Il y a notamment une app qui s'appelle Opal, donc c'est O-P-A-L. Pour être très transparent, c'est une application que j'utilise quotidiennement depuis longtemps, si bien que j'ai, à ma très modeste échelle, fini par rejoindre leur aventure, et j'essaie donc de les conseiller et de les aider sur quelques trucs parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant. Et voilà, ça peut vous intéresser, donc je me permets de vous en parler. En tout cas, c'est tout pour ce sujet, je vous mets des liens en description, notamment pour mieux comprendre cette étude de l'OMS. Je vous laisse avec Léa, et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Israël continuera de frapper le Hezbollah au Liban, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mardi. On vous en parle depuis 2 jours. Ce lundi, des frappes israéliennes dans le sud et l'est du Liban, ainsi que dans la banlieue de Beyrouth, la capitale, ont fait au moins 558 morts. Le Hezbollah, qui est un parti islamiste et un groupe armé considéré comme terroriste et qui est aussi un soutien du Hamas, a quant à lui affirmé ce mercredi qu'il avait visé le siège du Mossad, donc les services de renseignement extérieurs israéliens, par un tir de missile balistique. En réponse, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que c'était la toute première fois qu'un missile du Hezbollah atteignait la région de Tel Aviv et qu'il avait été intercepté. Ce mercredi matin, l'armée israélienne a lancé une nouvelle série d'attaques contre le sud du Liban et la plaine de la Beka à l'est. En tout, plus de 90 000 personnes ont été déplacées au Liban depuis ce lundi, a annoncé l'ONU ce mercredi. À noter qu'une des sources proches du Hezbollah a indiqué ce mardi qu'un de ses responsables militaires, Ibrahim Kobeissi, avait été tué dans la frappe israélienne menée dans la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a confirmé l'information dans un communiqué. Par ailleurs, ce mercredi, le chef de l'armée israélienne a dit à des soldats de se préparer, je cite, à une possible entrée au Liban. On continuera de vous informer ces prochains jours sur la situation sur place. Deuxième actu, le couvre-feu pour les mineurs entre 22h et 5h du matin instauré dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe ce lundi va être étendu à 9 nouveaux secteurs. C'est ce qu'a annoncé mardi Xavier Lefort, le préfet de l'île, qui a précisé qu'il serait en vigueur jusqu'au 28 septembre à 5h. La Guadeloupe est touchée par des violences urbaines depuis le 18 septembre sans que des revendications particulières aient été communiquées. Ce couvre-feu a pour objectif, selon la préfecture, je cite, de limiter la délinquance des jeunes. Les mineurs, accompagnés de leurs parents, peuvent circuler librement. Parallèlement à ça, un autre département d'outre-mer, la Martinique, vit des scènes similaires de violence, mais cette fois-ci dans un contexte de mobilisation contre la vie chère. Les prix de l'alimentaire sont 40% plus élevés en Martinique que dans l'Hexagone, selon l'INSEE. Troisième actu, le nombre d'avortements a atteint un record depuis 30 ans, d'après les chiffres de la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques révélés ce mercredi. Concrètement, en 2023, 243 623 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées
commercialisés en France, soit 8600 de plus qu'en 2022. Ça représente une hausse de 3,6%. 79% de ces IVG ont été faites par voie médicamenteuse. Cependant, Annick Villain, autrice du rapport de l'adresse, a affirmé qu'il n'y avait, je cite, rien d'alarmant et qu'il ne s'agissait pas d'une hausse extraordinaire. La présidente du planning familial, Sarah Durocher, a expliqué ce mercredi sur France Info que ces recours à l'IVG pouvaient notamment être expliqués par le manque d'informations autour de la contraception. Quatrième actu, 2 nouvelles plaintes vont être déposées contre Nestlé Waters et le groupe Alma, 2 entreprises impliquées dans le scandale des eaux en bouteille traitées illégalement. C'est l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch qui est à l'origine de ces plaintes contre X pour tromperie, d'après France Info et Le Monde. L'affaire remonte à janvier. Une enquête de Radio France et du journal Le Monde avait révélé que Nestlé et d'autres groupes avaient caché le fait qu'ils pompaient de l'eau contaminée et la purifiaient avec des procédés interdits car réservés à l'eau du robinet. Et ça concerne pas mal de marques d'eau puisque Nestlé détient notamment Vittel, Contrex, Épar et Perrier et Alma détient Cristalline, Vichy Célestin, Châteldon et Saint-Yor. Alors un accord avait été signé entre Nestlé et l'État qui permettait à l'entreprise d'échapper à un éventuel procès en payant une amende de 2 millions d'euros. Mais Foodwatch conteste donc cet accord avec ces 2 nouvelles plaintes qui ont été déposées ce mercredi auprès du tribunal judiciaire de Paris. Cinquième actu, les États-Unis vont offrir 1 million de doses de vaccins contre la Mpox au continent africain. C'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden ce mardi à la tribune de l'ONU à New York. Le virus Mpox, qui était appelé monkeypox ou variole du singe, c'est une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par une éruption cutanée. Il se transmet de l'animal à l'humain, mais aussi entre personnes infectées et peut parfois être mortel. Le virus s'est rapidement propagé en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. 25 093 cas présumés et 723 décès avaient été signalés à travers le continent depuis janvier et l'OMS a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale en août dernier. Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient, je cite, prêts à promettre 500 millions de dollars pour aider les pays africains à faire face à cette épidémie. À ce stade, environ 200 000 doses de vaccins ont été livrées à la RDC par l'Union européenne et environ 50 000 par les États-Unis. Et on finit avec cette actu. À partir du 16 décembre, il sera possible de prendre le TGV depuis Paris pour se rendre à Berlin, en Allemagne, plus facilement. C'est ce qu'ont annoncé la SNCF et son équivalent allemand, la Deutsche Bahn, ce mardi. Jusqu'à présent, les voyageurs pouvaient emprunter le train de nuit Paris-Berlin, mais il a été interrompu jusqu'au mois d'octobre. Selon le Figaro, les billets pour cette nouvelle liaison seront proposés à partir de 59 € l'aller simple en seconde classe. Ils seront mis en vente le 16 octobre sur SNCF Connect et sur le site de la Deutsche Bahn. Il y aura un train par jour avec un départ de Paris Gare de l'Est à 9h55 et une arrivée à la gare centrale de Berlin à 18h03, soit un trajet de 8 heures. Il y aura un arrêt à Strasbourg en France et à Karlsruhe et Francfort Sud en Allemagne. Dans le sens inverse, les trains partiront tous les jours de Berlin à 11h54 et arriveront à Paris Gare de l'Est à 19h54. À noter que selon Libération, les prix pourraient être amenés à changer en fonction du remplissage des trains. Merci beaucoup Léa. Alors la question aujourd'hui c'est la suivante, elle est beaucoup revenue. Combien êtes-vous dans l'équipe? Alors en soi, aujourd'hui dans l'équipe, quand on cumule Hugo Décrypte avec tous les formats, tout ce qu'on fait, mais aussi par exemple Elan, il y a 30 personnes au sein de l'équipe aujourd'hui. Donc forcément ça fait beaucoup de monde et ça a grandi au fil du temps avec tous les formats qu'on continue à développer. Après sur ce format des actus du jour précisément, il y a 2 à 3 journalistes qui vont travailler sur ce format au quotidien avec moi. Il y a 1 ou 2 monteurs qui vont travailler dessus. Et puis il y a aussi des personnes sur la prod ou même d'ailleurs sur la miniature par exemple. Dorian par exemple qui fait beaucoup des miniatures de ce format. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de monde et en même temps c'est normal, c'est un format quotidien donc il y a toute une organisation qu'on a dû mettre en place au fil du temps pour vous proposer tous les soirs ce format des actus du jour. Et au passage, moi c'est une question que j'avais pour vous. En général sur YouTube, on a tendance à poster ce format à 22h, c'est un petit peu plus tôt pour le podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez qu'on le poste plus tôt sur YouTube? Dites-moi un peu vos retours, on va voir qu'est-ce qu'on fait et si on fait évoluer tout ça au fil du temps. Voilà en tout cas pour l'actualité aujourd'hui, ça me permet de rappeler pour tous les nouveaux que ce format d'actu du jour, il est disponible sur YouTube, mais aussi en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Donc n'hésitez pas à suivre aussi en podcast audio. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.